l'organisation qu'on a au niveau des producteurs fermiers ici. Oui, pardon. Je vous fais passer ça. On va écouter. Donc je vous ai dit au départ, pour ceux qui ont pu entendre, je vous disais que donc j'ai démarré un peu sur des modes de production un peu industriels et puis j'ai changé en cours de route à cause de mon expérience, mais aussi parce qu'on avait réfléchi avec d'autres producteurs fermiers. Et donc il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, on a créé une association de producteurs fermiers. Au départ un peu pour se regrouper, pour faire face à l'administration, parce que il y a un peu plus de 20 ans, arrivaient les premières normes européennes et on savait que ça se passait mal dans certaines régions, qu'il y avait des producteurs qui avaient dû mettre la clé sous la porte, parce qu'on leur imposait des installations qui étaient surdimensionnées par rapport à leurs possibilités. Donc c'était un peu un réflexe syndical. Au départ, on s'est regroupé pour pouvoir essayer de défendre notre profession. Aussi parce que au niveau agricole, les chambres d'agriculture voyaient d'un très mauvais œil le développement de la production fermière. Eux, ils étaient sur un schéma où le paysan devait produire la matière première pour l'industrie et ne devait surtout pas s'occuper de transformer et de commercialiser par lui. Donc ce schéma de producteur de matière première ne correspondait pas du tout ici en Pays Basque. On est sur des toutes petites fermes avec en plus le relief. Donc on n'est pas du tout compétitif pour produire la matière première. Donc, la production fermière s'était beaucoup développée, mais on était très isolés, à la fois face à l'administration, techniquement, en fait sur plein de niveaux, on n'avait pas de soutien. Et donc on a décidé de se regrouper avec au départ donc, cette forme un peu syndicale. On a démarré, on était une trentaine de producteurs. Aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup développé. Aujourd'hui, on est 250 fermes, ce qui fait à peu près plus de 500 actifs. Sur ce Pays Basque, c'est petit, c'est même pas un demi-département. Et à côté de ça, très vite, on s'est dit, le produit fermier, le terme fermier, c'est quelque chose qui n'est pas protégé en termes réglementaires. Et donc, sous le nom fermier, dans les marchés, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Aussi bien du vrai fermier que des gens qui achètent au supermarché pour revendre comme si c'était leur production. On s'est dit, par rapport aux consommateurs, il faut on voulait en fait vendre ensemble à plusieurs producteurs fermiers. On s'est dit, mais pour vendre ensemble, on voulait apporter des garanties aux consommateurs. On s'est dit, donc, puisqu'il n'existe pas de cadre réglementaire, on va s'en créer un. Donc on l'a fait sous la forme d'une marque collective, mais qui se veut un peu un label fermier. Donc on a créé Idoki. Alors Idoki, on a un jeu de cartes en Pays Basque qui s'appelle le mouche. Et le mouche, c'est un peu comme le poker. On peut en fait essayer si vous voulez, on joue soit de l'argent, mais plus souvent avec des haricots ou du maïs. Et donc on peut miser des. Ça c'est autrefois ça. C'était autrefois. Oui. Non, ça se. Vous enlevez le maïs de la bouche des canards. Et donc on peut surenchérir. Et Idoki, c'est le terme pour dire on pose des cartes sur la table pour voir qui c'est qui ment et qui c'est qui a raison. D'accord. Opération en vérité. Voilà, c'est carte sur table, c'est ça. Donc il y a une charte générale dont l'esprit est de dire un produit fermier, c'est un produit qui est fait à petite échelle, sur la ferme, uniquement avec les produits de la ferme, transformés par le producteur et mis en marché par le producteur. Alors pas forcément tout en vente directe au consommateur, mais avec une grosse majorité quand même de circuits courts. Parce que la valeur ajoutée, elle se fait bien sûr sur la vente des produits, c'est le dernier maillon qui récolte le plus gros de la valeur ajoutée. Donc ce serait, si on fait la production fermière, c'est d'abord pour garder la valeur ajoutée. Puis c'est aussi important d'avoir le lien direct avec le consommateur pour pouvoir, ne serait-ce que pouvoir améliorer, savoir ce que vaut son produit par rapport au consommateur, ce que le consommateur en pense, et donc quoi faire pour l'améliorer. Donc ça, le corps du métier. Et après, au niveau des modes de production, donc je disais travailler à petite échelle, ça veut dire qu'on a mis des plafonds de production. Donc ça, au départ, ça a beaucoup fait hurler, ça. Ça paraît, on baigne tous dans une culture américaine où il faut toujours en faire plus. Nous, on a dit, quand on travaille avec du vivant, il y a un équilibre qu'il faut savoir trouver et surtout savoir ne pas dépasser. Moi, par exemple, je fais autour de 3500 canards. Au départ, j'étais monté à 4500. Et puis c'est là qu'on avait des problèmes sanitaires. Donc, je les ai étalés sur plus de surface, mais j'ai aussi baissé un peu le nombre parce que
pour plein de raisons, j'ai trouvé un équilibre à ce niveau-là, au niveau du travail, au niveau de ce que la ferme peut produire naturellement. Parce que c'est ça, le problème de l'agriculture industrielle, c'est que justement on a voulu aller au-delà des possibilités naturelles, et donc du coup on artificialise beaucoup et on engendre beaucoup de problèmes après derrière. Donc on est obligé d'utiliser beaucoup de médicaments, beaucoup de pesticides, beaucoup de choses artificielles qui eux-mêmes entraînent d'autres problèmes. Donc c'est une fuite en avant qui... donc nous, au niveau de notre philosophie, c'est de dire, on essaie de trouver un équilibre au niveau des fermes, mais on en reste à ce niveau-là. Et après, la philosophie générale, c'est aussi d'utiliser donc les races locales qui sont adaptées au pays, qui sont plus savoureuses que des souches qui ont été sélectionnées sur des croissances rapides ou sur des choses un peu très artificielles. Donc c'est utiliser les races locales, respecter la saisonnalité des productions. Donc on ne gave pas l'été, parce que l'été, avec la chaleur, les canards souffrent. On ne le sait pas, mais en fait les canards ne souffrent pas. Souvent les anti-gavages mettent en avant le fait de faire avaler le tube aux canards. Ça, les canards, comme morphologiquement ils ne sont pas faits comme nous, ils n'ont pas de gorge. Une fois que je le disais tout à l'heure, c'est plus proche des serpents que de nous. Ils n'ont pas de gorge étroite comme nous. À partir du moment où on a passé la langue, après dessous c'est un sac. Donc faire avaler un tube, ça leur fait ni chaud ni froid. Par contre, la digestion du maïs libère énormément de chaleur. Et cette chaleur, les canards, comme leur plume est très isolante, ils ont beaucoup de mal à l'évacuer. C'est pour ça qu'il y a des ventilateurs. Il y avait des ventilateurs en salle de gavage. Et autrefois, on gavait que l'hiver, parce que c'était là qu'on pouvait gaver, parce qu'autrement, on n'y arrivait pas. Et donc nous, au niveau des hockey, on interdit le gavage d'été, parce que même avec des ventilateurs, en plein été, quand il fait chaud, surtout quand il fait lourd, quand il y a des temps orageux, ça se passe mal. Il y a de la mortalité, les canards souffrent, et une bête qui souffre, il n'y a pas de miracle, on ne sort pas de bons produits. Donc voilà, il y a ça, respecter la saisonnalité des productions, et ne pas forcer, quoi. Peu ou pas d'engrais chimiques, peu ou pas de pesticides. Alors, c'est pas forcément bio, même si de plus en plus de producteurs... C'est l'agriculture raisonnée, quoi, maîtrisée. Ouais, raisonner, on n'aime pas trop le terme, parce que raisonner, c'est quelque chose de très spécifique. Il y a une définition précise, et c'est l'union des producteurs de pesticides qui a mis cette norme en place. Ça veut tout dire. Donc ils disent, on raisonne les apports, mais on ne remet pas en cause, par exemple, la monoculture ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas d'objectif en fait de réduction vraiment des doses. Oui, et la coquille était une des premières associations en France, en termes historiques. Alors on est Dans les premières. Une des premières associations de producteurs fermiers, et on est quasiment la seule à avoir un cahier des charges, parce que le cahier des charges en plus est contrôlé par un organisme certificateur. C'est Calicud, Certisud plutôt, qui contrôle chaque année, il tire au hasard un tiers des producteurs qui vont contrôler. Et il évolue ce cahier des charges? Oui, il évolue en permanence. Parce qu'on était parti. C'est toujours la difficulté d'un cahier des charges, c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre le curseur. Si on le met très haut, c'est très satisfaisant par rapport au consommateur, mais du coup il n'y a que 3-4 personnes qui peuvent démarrer. Si on le met très bas, tout le monde peut y rentrer, mais du coup il n'a pas une grande signification. Donc on s'est dit, on va démarrer sur un truc qui permet à une majorité quand même de pouvoir démarrer. Et puis au fur et à mesure, puis il y a aussi au niveau technique, on travaille avec une autre association qui travaille sur les techniques bio. Donc au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se valident, on va monter aussi le curseur pour que ça progresse. Il y a une volonté petit à petit il y a un mouvement en cours. Sur la liste des producteurs, vous verrez certains qui sont marqués AB. Il y a quelques années, il n'y en avait quasiment pas. Là, il y en a un bon tiers. Voilà, c'est en train de se développer. On pense qu'à terme, à moyen terme, il va y avoir une convergence en fait. Tous les villes et villages sur la carte, partout il y a des producteurs. Oui. Et vous continuez à recruter? Si vous voulez, il y a le numéro, je pense. Non, il n'y a plus le numéro. Mais ça signale un peu les villages qui correspondent au centre. Partout, il y a. Parce que je vois qu'il n'y a pas Biarritz. Non, Biarritz, on n'a pas de producteur. À l'hôtel du Palais. Ici, Biarritz, c'est pas au Pays Basque. À l'hôtel du Palais, c'est un pratique, ça me va. Vous recrutez de nouveaux entrants, là, de nouveaux fermiers. Oui. Il y a une dynamique où... Si vous voulez, comme la philosophie, justement, c'est pas une croissance individuelle. Donc, pour nous, le développement se fait par le nombre d'adhérents. Voilà, en aidant d'autres producteurs. On a toute une politique d'ailleurs pour aider les jeunes à démarrer. Donc on a des formations spécifiques pour
pour les jeunes. Tu as droit. Et donc Tu veux ou tu veux pas? D'accord. on fait tout pour justement inciter d'autres producteurs. Tu connais, tu veux pas? Pardon. Vous avez plus d'entrants, vous avez quelques sortants, des gens qui partent à Oui, la oui. retraite, des Les gens qui partent à la retraite, il y a des gens aussi qu'on est. Comme c'est un cahier des charges, il y a toujours des gens qui, voilà, à un moment donné, ils sont plus dans les clous, ou c'est nous qui les sortons. D'accord. C'est plutôt nous qui les sortons que. Le contraire. Ouais. Et pour la commercialisation, chacun commercialise ses produits sur son site, sur sa ferme, ou vous faites des manifestations communes. Oui. Alors, Idoki ne fait pas directement de la vente. C'est la promotion collective. Donc on a des plaquettes, on a des panneaux en bord de route. On a aussi Pourquoi des. vous en faites partie? Voilà, vous êtes Idoki, c'est ça? Oui. Le panneau. Il est lui-même le président. D'accord. Donc Idoki fait pas directement. Idoki fait la promotion collective. On fait des foires, une foire à Espelette l'été. On fait des marchés à la ferme. On organise. Voilà, on est sollicité par d'autres régions, donc on organise des groupes pour aller sur d'autres régions faire des salons. Voilà, on a fait un appui comme ça. S'il y a des producteurs qui veulent s'organiser collectivement pour acheter un magasin par exemple, l'association les aide à construire un peu leur collectif. Et ça, il y en a, là, ça existe, des magasins dans lesquels on trouve Oui. que les produits Idoki. Oui. D'accord. Mais nous, ma femme n'est pas là ce matin parce qu'elle est à Saint-Jean-de-Luz au marché. Si vous voulez, on est un groupe de 10 producteurs Idoki qui avaient acheté un stand en dur dans les halles. D'accord. Et donc on a une salariée à mi-temps et puis avec la salariée, il y a toujours un ou deux producteurs voilà, qui vendent les produits. On y revient. Donc Merci. on vend les produits des 10 en fait. Nos produits sont en vente en permanence et quand on y est, on vend les produits des 10. Ah oui, d'accord. Tu nous dis lequel c'est celui-là? Micuit? Non. Ça c'est la semi-conserve. C'est du foie gras donc, qui a été pasteurisé mais qui a vieilli. Il a plus d'un an d'âge celui-là. C'est pasteurisé. C'est du mi. Oui. Non. Non, pas le mi. C'est du conserve. Non, le mi-cuit, Semi-conserve, oui, semi-conserve. ce qu'on appelle mi-cuit, c'est du foie gras qu'on cuit à 68 degrés. Donc vraiment en basse température. Celui-là, il est pasteurisé, on le cuit à 75. Il y a beaucoup de différence entre les deux, entre 68 et 75. Pour 7 degrés d'écart, il peut... Eh bien, vous voyez, celui-là c'est 4 mois de conservation, l'autre c'est 18 mois. Et au niveau du goût, c'est vraiment différent. Mais à 3 mois, le mi-cuit sera meilleur que la semi-conserve. À 1 an et demi, mais de toute façon vous n'avez pas de mi-cuit, à un an et demi, c'est l'autre qui conserve. Mais en vieillissant, il gagne, on a un goût qui reste très longtemps en bouche. Hein, avec un foie gras qui a vieilli comme ça. La De la persistance du conserve, goût. de la conserve, vous en faites aussi un peu? Oui, on en fait. C'est ça. Mais bon, nous-mêmes, on n'arrive pas à la manger, donc du coup, on dissuade les clients de. Ouais, parce que de l'acheter. j'allais vous dire, nous c'est pareil, la conserve on n'en fait plus là, on s'en fait plus. Mais une fois qu'on a. Enfin, Ça, c'est trop cuit, la conserve, c'est brutal. Monter à 106 degrés, c'est un traitement trop brutal pour le foie gras. Mais moi je suis d'accord avec vous parce que nous on n'en fait plus non plus parce qu'on trouve pas bon. Quoi. Ah oui, ça le sèche. Ça s'y perd sa saveur. Moi je suis d'accord avec ça. Oui, tu n'aimes pas? Après, bon, les gens qui veulent faire des cadeaux ou qui veulent voyager avec, voilà. Et puis, il y a une. Sur 10 personnes, vous allez en avoir une qui va goûter ça, qui va préférer la conserve. Hein, c'est les goûts de chacun, ça. Hein. Conserve, je trouve qu'il perd sa saveur. Ouais, parce que c'est souvent les gens qui n'aiment pas le foie frais. Voilà. Les gens qui n'aiment pas le foie frais, en général, semi-conserve et mi-cuit, ils n'aiment pas. Ils aiment plutôt la conserve. Oui, moi je suis comme ça. Le foie frais, Oui, chacun ses goûts. Moi je préfère ça. je peux pas. Trop. Ouais, ouais.